Bonjour déjà. Je ne suis pas habitué à parler au micro, donc si jamais il y a une difficulté, vous n'hésitez pas à me le faire savoir. En fait, moi, je suis la toute première étape. Je suis la personne qui va, une fois que l'enquête a été effectuée, recevoir des informations de la part des enquêteurs et qui va décider de ce qui se passe par la suite. C'est-à-dire que soit je fais des alternatives aux poursuites, donc je choisis de ne pas présenter un juge, soit je fais des alternatives comme des compositions, comme des médiations pénales, comme des stages. Et en fait, ce dont je m'aperçois à force de pratique, après je suis jeune magistrat, je sors d'école depuis à peine 2 ans, donc il me reste beaucoup à découvrir et à comprendre, mais je m'aperçois qu'il y a une véritable opacité autour de la question judiciaire. C'est-à-dire que le juge, c'est un individu finalement qui est mal appréhendé, qui est mal compris par l'immense majorité des gens, et surtout, on n'a pas vraiment une connaissance fine de l'institution judiciaire. Si je m'amuse à faire des micro-trottoirs, à aller dans la rue pour sonder les personnes, les citoyens comme vous ou comme moi, enfin plus comme vous que comme moi, bah, je m'apercevrai très très vite qu'on ne sait pas précisément ce qu'est un magistrat, ce qu'est un juge, quelle est la distinction entre magistrat et juge, ce qu'est un tribunal correctionnel, qu'est-ce qu'une infraction, qu'est-ce qu'on poursuit, qu'est-ce qu'on ne poursuit pas. Et en fait, cette méconnaissance véritablement de l'institution, elle est à mon sens très préjudiciable parce qu'elle ne permet pas de se l'appréhender pleinement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir conscience des interdits, on ne peut pas avoir conscience aussi de ses droits et de ses responsabilités si on n'a pas conscience de l'existant. Et cet existant, bah, c'est le tribunal judiciaire, c'est la cité judiciaire, c'est le juge qui prend une décision et qui sanctionne, c'est le procureur qui poursuit, c'est tout ça. Et je crois qu'il y a un degré de méconnaissance de toutes ces réalités qui est très élevé dans la société française, et à plus forte raison dans la société mahoraise, et qui est à résoudre. Et ça ne peut pas être fait à mon niveau. Moi, à mon niveau, je peux être le plus pédagogique possible quand je défère une personne, c'est-à-dire quand je la présente immédiatement devant moi après une garde à vue. Je peux utiliser les mots les plus justes ou les plus mesurés. Je peux lui expliquer pourquoi elle est là, ce qui va se passer, quels sont ses droits. Mais en fait, il y a un effort, à mon sens, collectif qui doit être accompli. Un effort de la part de l'État, bien entendu, avec des moyens qui doivent être mis à disposition, une éducation renforcée, mais aussi un effort de la part de tous les acteurs qui sont amenés à intervenir dans le processus judiciaire. Donc que ce soit les psychologues quand ils reçoivent les patients et qu'ils leur expliquent ce qui va se passer, ce qui risque potentiellement de se passer. Bien entendu, les forces de l'ordre, et là je me tourne vers vous, mais vous allez pouvoir vous exprimer là-dessus. Les forces de l'ordre, elles ont une responsabilité, c'est d'informer les gens qu'ils ont des droits, c'est aussi de leur expliquer quel est le schéma procédural. Et bien entendu, il y a les avocats. Et en ça, c'est des partenaires qui, pour moi, sont incontournables. Et parfois, je regrette qu'ils ne soient pas plus présents, mais c'est aussi une question de territoire et de spécificité. Mais un avocat, en fait, c'est aussi un contrepoint. Moi, j'apporte, j'ai un récit à faire, j'ai une version à présenter au tribunal, et l'avocat, il a une autre version. Et cette version conjuguée à la mienne, elle va peut-être permettre à un moment de faire émerger une vérité judiciaire. Et en ce sens, je vais peut-être conclure là-dessus parce que je pourrais parler encore et encore, mais la vérité judiciaire, c'est quelque chose qui est, et en ça je rejoins monsieur le procureur par rapport à ce qu'il a pu dire tout à l'heure, forcément insatisfaisant. C'est-à-dire que c'est une vérité qui va être presque officielle, qui va émerger des débats, qui va être énoncée par un juge, qu'il soit seul ou qu'il soit à trois. Et cette vérité, peut-être qu'elle ne va pas satisfaire la victime, peut-être qu'elle ne va pas satisfaire le mis en cause, qui devient un coupable et un accusé, qui passe d'accusé à coupable. Mais c'est la vérité. C'est la vérité telle qu'elle est fixée à un moment donné par rapport à ce qui est contenu dans le dossier. Et il faut s'en satisfaire parce que parfois on ne parvient pas à aller au-delà de ça. Alors ce matin, Abdallah Combo nous rappelait cette phrase de Jean-Jacques Rousseau qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Ce qu'on oublie souvent quand on prononce cette phrase, c'est que Jean-Jacques Rousseau faisait partie de ces philosophes qui quand il pensait l'État, estimaient que la loi devait être la plus simple possible et qu'elle devait être accessible du citoyen, du justiciable. Et finalement, ce qui est assez curieux, c'est qu'on a gardé très bien en tête cette phrase de Rousseau qui dit que nul ne doit ignorer la loi, malgré un système codifié d'une complexité assez importante et qui rend justement cette bonne connaissance difficile. Marion, dans ton exercice professionnel, cette question de la compréhension de la justice et donc précisément pour recentrer la question sur les violences sexuelles sur mineurs, est-ce que tu as identifié à des moments de ta pratique des inadéquations, des incompréhensions, des transpositions, des approximations, des choses qui t'ont surprise ou déroutée ou pas dans la manière dont les mises en cause pouvaient comprendre la loi ou inversement ne pas la comprendre? Alors, ouais. Merci.
Alors, c'est une bonne question. Quand tu me poses cette question, je pense à la situation de plusieurs jeunes qu'on a à la PJJ qui sont accusés de violences sexuelles et donc il y a une démarche judiciaire. Moi, je les reçois essentiellement lorsqu'ils sont placés en famille d'accueil. Et dans ce contexte-là, on remarque souvent que la parole peut se libérer pour beaucoup qui décrivent avoir subi eux-mêmes des violences sexuelles dans leur enfance. Et là, on peut retrouver cette incompréhension à ce moment-là de se dire aujourd'hui, je suis placée, je suis plus avec ma famille, je vais être jugée. Et moi, quand j'avais 6 ans, il s'est jamais rien passé, j'ai été victime. Et souvent, quand la parole se libère sur leur propre souffrance, leur propre vécu, les jeunes, à ce moment-là, ne veulent pas entamer une démarche judiciaire. Pourquoi ? Parce qu'ils sont eux-mêmes traumatisés de la démarche judiciaire. C'est-à-dire que le vécu qu'ils ont en tant qu'auteurs, ou en tout cas, ils sont présumés en tant que mis en cause, est tellement aussi difficile pour eux à vivre qu'ils ne veulent pas, c'est vraiment le discours qui est venu, ils ne veulent pas faire subir ça à la personne qu'ils ont pu avoir. Alors je ne sais pas si c'est une généralité, je décris ce que j'ai pu avoir comme expérience, mais c'est vrai que moi c'est plutôt cet élément-là qui est revenu sur l'incompréhension de la loi du côté victime-auteur. Donc un lien finalement entre le vécu qui est leur au titre du fait qu'ils sont mis en cause dans une affaire et ce qu'ils pourraient identifier d'un appel à la justice en tant que victime, malgré peut-être un temps de latence entre les deux. C'est hyper intéressant cette question-là, on y reviendra je pense. Chef Mansour, est-ce que dans votre pratique professionnelle, lorsque vous recevez des mises en cause, lorsque vous recevez des victimes, est-ce que vous avez le sentiment qu'il est parfois nécessaire d'apporter des éléments d'étayage, des éléments de compréhension aux victimes, aux mises en cause, aux personnes en tout cas que vous recevez, vous, en tant qu'OPJ, enfin en tant qu'officier de police judiciaire dans votre bureau ? Alors bonjour, moi c'est chef Mansour, la gendarmerie à Mososière. Déjà pour commencer dans ce type de dossier, notamment sur ce qui concerne surtout les mineurs, on a vu une certaine évolution ces derniers temps parce qu'avant c'était que des signalements qu'on recevait. C'était pas des personnes qui se déplaçaient, c'était pas des parents qui se déplaçaient, c'était que des signalements qu'on recevait justement des personnels dans les établissements scolaires ou notamment des personnels du CHN. Là, depuis à peu près 5 ans, on a vu qu'il y avait un peu plus les parents se sentent un peu plus concernés, je peux dire. On a un peu plus de parents qui viennent. Là, depuis 2 ans, on a aussi un travail qui a été fait par les structures sociales qui fait que les jeunes, ils ont un peu plus tendance à dénoncer au niveau de nos unités. Après, il faut comprendre que c'est compliqué pour eux de venir chez nous parce que il y a toujours le côté répressif qui est mis en avant et les gens ont quand même du mal à passer le cap. Après, bon, il y a tout ce qu'il y a autour du tabou sur le sexuel, mais je pense que le côté répressif est beaucoup trop perçu par le public, ce qui les freine un petit peu pour venir. Après, ça freinerait quelque part les possibilités des gendarmes d'être dans cette posture d'étayage, c'est ça que tu veux dire ? C'est que les gens ont vraiment, enfin, je ne sais pas comment c'est perçu, mais ils ont vraiment du mal à passer le cap, à venir chez nous pour vraiment dénoncer les faits, quoi. Là, c'est vrai que dernièrement, on voit quand même qu'il y a une certaine évolution, mais c'est quand même un peu faible par rapport à ce qui existe vraiment sur le terrain et ce qui est vraiment la réalité du terrain, quoi. Oui, je vois. Il y a un autre point que je voulais aborder, et plus particulièrement sur les mineurs. Simplement, je me permets par rapport à ce qui a été dit, c'est que il y a en fait
Si les gens ont peur de venir déposer plainte ou de dénoncer certains faits, c'est aussi parce qu'il y a la question culturelle, bien entendu, mais c'est parfois, et malheureusement, pour la question de l'identité, enfin pas de l'identité, mais des titres de séjour. C'est qu'il y a beaucoup d'individus, de personnes qui ne vont pas aller auprès des forces de l'ordre parce qu'elles ont peur de l'effet souricière. C'est-à-dire qu'elles se disent, si je dépose plainte, si je me manifeste, si j'essaye d'entamer une procédure judiciaire, bah, je risque d'être identifié ou d'être attrapé par la police aux frontières et de finir rapatrié dans mon pays d'origine. Ça, c'est une réalité, malheureusement. Oui, c'est vrai que c'est quelque part, oui, c'est une réalité qu'on voit. Mais nous, on a des soucis. Il faut savoir que à la gendarmerie à Mayotte, il y a quand même, il faut quand même dissocier la partie LIC, qui est la lutte contre l'immigration clandestine, et la partie vraiment judiciaire, qui elle, que nous on va s'occuper, nous, à la gendarmerie départementale. La LIC, elle est vraiment le cœur du métier de la gendarmerie mobile sur Mayotte, qui fait tout ce qui est maintien d'ordre, et la LIC. Et du coup, ça sous-tend une bonne compréhension du cadre réglementaire. Mais, et c'est là où c'est intéressant ce que tu dis. Nous, on compte vraiment justement sur les personnels sociaux pour expliquer ça justement à ces personnes qui ne sont pas en situation régulière sur le territoire. Une victime qui vient chez nous, qu'elle soit en situation régulière ou pas, la plainte, elle sera prise, elle sera traitée comme tout autre. Hein. On ne va pas inquiéter une personne parce qu'elle est en situation irrégulière. C'est d'abord son statut de victime avant tout, et après, cette partie-là ne concerne que la préfecture. Alors, les représentations, ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Bourdieu. Bourdieu dit que les représentations défavorables sont beaucoup plus durables dans l'inconscient collectif que les représentations favorables. Quand vous évoquez, Ludovic et toi, cette question effectivement de l'identification par les populations des prérogatives de tel ou tel corps de police ou de gendarmerie, ça me fait penser au rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui est venu à Mayotte en 2011 de mémoire, ou en 2013 pardon, et qui a rendu son rapport en 2015, et qui expliquait que lors de leur précédente venue en 2009, ils avaient constaté que les forces de police aux frontières venaient devant la prison de Magicavo parce qu'elles avaient identifié qu'effectivement à cet endroit-là gravitaient un certain nombre d'étrangers en situation irrégulière qui venaient visiter leurs familles incarcérées, et donc le contrôleur général des lieux de privation de liberté a tapé fort sur la table en disant stop, on ne peut plus faire de contrôle à cet endroit-là parce que c'est liberticide, c'est une problématique sur le plan du vécu carcéral et du droit aux prisonniers de bénéficier d'un suivi avec sa famille, enfin en tout cas d'une continuité relationnelle avec sa famille. Si je me permets de donner cet exemple-là, c'est parce que aujourd'hui, moi je passe ma vie à la prison de Magicavo, je n'ai jamais vu la police aux frontières ou même une brigade de gendarmerie mobile aux abords de la prison, donc je sais de sources sûres que ça n'existe plus. Pour autant, c'est des choses que j'entends encore. Et c'est là où je me permets d'évoquer Bourdieu, parce que effectivement, les représentations défavorables ont corps pendant beaucoup plus longtemps que les représentations favorables. Et malheureusement, cette historicité qui a pu être problématique à Mayotte fut un temps, fait partie encore aujourd'hui de l'inconscient collectif et amène à un certain nombre de difficultés. L'autre point sur lequel je voudrais qu'on discute, c'est la question de la temporalité de la justice, et de la temporalité de la justice face à la temporalité humaine, et tout particulièrement lorsqu'on parle de mineurs, d'enfants et d'adolescents. Moi, j'ai arrêté de parler en nombre d'années. C'est ma pratique en tant qu'expert qui m'a amené à ça, parce que je suis souvent amené dans mes entretiens à demander mais est-ce que ça fait longtemps, est-ce que ça fait pas longtemps, et puis à demander c'est quoi pour toi longtemps. Et évidemment, j'ai des réponses. Il y a des gens pour qui longtemps, c'est 3 semaines, et puis il y a des gens pour qui longtemps c'est 15 ans, et en fait l'âge de la personne ne prédispose de pas grand-chose. Donc j'ai commencé à penser les choses dans ma tête un peu différemment, en pourcentage de vie. C'est-à-dire que quand on a 10 ans, un an, c'est 10% de la vie. Quand on a 100 ans, un an, c'est 1% de la vie. Et en réfléchissant comme ça, si on se dit une victime ou un mis en cause, quand il a 13 ans ou 14 ans, une information judiciaire ouverte, un traitement judiciaire qui va demander 2, 3, 4 années, est-ce que, sur le plan psychologique, est-ce qu'on est en adéquation avec le temps humain ? Est-ce qu'on est en adéquation avec le temps psychique ? Est-ce qu'on peut viser une bonne compréhension et une bonne
un bon regard sur soi du mis en cause vis-à-vis de ce qu'il a commis, lorsque la réponse pénale risque de venir après un temps qui, proportionnellement à l'existence du sujet, est finalement d'autant plus important qu'il est jeune lui-même. Je pose la question à Marion, qui voit les mises en cause régulièrement. Alors oui, en effet, c'est important de prendre en compte le temps psychique dans le temps judiciaire. C'est vrai que parfois on l'oublie. Je pense à nous, à la PJJ, où on pense par exemple à un travail qu'on doit faire avec l'équipe éducative sur 6 mois de placement. On a 6 mois. L'éducateur qui doit aider le jeune à travailler son insertion. Le milieu ouvert, donc l'autre unité qui suit le jeune, doit travailler justement son rapport au fait pour rendre des comptes au juge, s'il a respecté son contrôle judiciaire, est-ce que les obligations de soins sont respectées, si oui, est-ce qu'il a pu travailler les faits. Et souvent on ramène cette question-là en rappelant, et c'est aussi mon travail, de dire qu'à 13 ans, 14 ans, le jeune qui est en fugue, qui a du mal à adhérer, à prendre le temps, à aborder les faits, qui est encore dans le déni par exemple ou dans la dénégation, c'est son temps psychique et surtout à l'adolescence, il faut un certain temps et le temps psychique ne correspond pas toujours au temps judiciaire et même souvent rarement. Sinon ce serait merveilleux, hein. Un auteur, un mis en cause, on le prend en charge par la PJJ et puis au bout de 6 mois, tout est résolu, plus aucun problème, ni du côté de ses traumatismes infantiles, ni du côté de son vécu. On règle tout en 6 mois, ce serait merveilleux, mais non. Et en effet, c'est important de le prendre en compte. Moi, j'ai pas d'avis sur la question. Je me dis que peut-être même, pour autant que je sache, peut-être que la temporalité extensive est au service de la prise de conscience. Enfin, personnellement, je n'ai pas d'avis là-dessus. Alors, ça peut l'être comme ça peut ne pas l'être. C'est-à-dire que, de mon expérience, il y a des jeunes pour qui le fait que le jugement prenne du temps, ça leur permet aussi de prendre le temps d'être suivis au niveau éducatif, de pouvoir travailler le passage à l'acte, de réfléchir. Et pour d'autres, ça vient faire rupture. Donc le jugement n'arrive pas. Je me souviens d'un jeune que j'avais suivi en détention qui n'attendait que ça, la réponse judiciaire. Et il n'a fait que répéter des actes qui pour lui s'inscrivaient dans « j'ai besoin qu'on mette une limite ». Et la limite, c'est le jugement. Et le jugement n'arrivait pas. Et ça a été extrêmement compliqué pour lui de mettre du sens. Et c'était dur, moi, d'entendre ça. Parce qu'en effet, pour lui, il fallait que ce soit marqué. Ça n'a pas pu être marqué au sein de sa famille. Et il fallait que ce soit marqué par l'instance judiciaire. Et ça ne venait pas. Et il a été obligé, parce qu'il ne pouvait pas mettre les mots, de repasser à l'acte à plusieurs reprises. Et à un moment, il n'a pu de l'exprimer. Je veux qu'on me punisse. Je veux pouvoir passer au tribunal par rapport au premier événement qui s'est passé et qui m'a amené ici. Voilà, je ne sais pas si je réponds. Oui, bien sûr, tu as entièrement répondu. Ludovic, une réaction sur cette question de la temporalité psychique, temporalité de la justice? C'est quand même, c'est extrêmement vaste en fait, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on pourrait évoquer. Déjà, c'est que la temporalité psychique, elle peut cohabiter avec la temporalité judiciaire, mais c'est deux temps qui sont quand même très distincts et qui ne sont pas amenés à fusionner. Ça, c'est ma première réflexion. Ma deuxième réflexion, c'est que ça déborde un petit peu de mon activité professionnelle, mais je pense que le temps, ça reste une construction qui dépend beaucoup des représentations et qu'on peut avoir une conception qui est très occidentale du temps, comme on peut avoir une conception qui est plus mahoraise, si tant est que les Mahorais ont une appréhension du temps qui est la leur. Ça, je n'en sais rien. Je laisse la réponse à cette question à des professionnels. Mais pour revenir à ce que moi, je peux constater dans le cadre de mon exercice, c'est que je suis essentiellement en charge des mineurs. C'est qu'un mineur, quand il commet une infraction, quand il est délinquant, il est très souvent dans l'immédiateté, dans l'instantanéité. Et c'est souvent lié à une forme d'impulsivité parce qu'il y a une absence de maturité. Et cette absence de maturité, elle empêche en fait de prendre conscience des conséquences de ses actes, donc de se représenter les choses sur le temps long. Le temps long, c'est quelque chose qui n'existe pas en fait. Quand on est enfant, adolescent, on ne se dit pas j'ai tel ou tel projet de vie, donc il faut que j'adopte telle ou telle attitude et ça me permettra d'atteindre tel ou tel objectif.
En fait, on est plus dans ce que je veux maintenant, ce que je ressens maintenant et ce que je subis maintenant, parce que parfois on subit les choses. C'est aussi cette idée qu'il peut y avoir dans le temps, c'est que le temps, je peux le maîtriser tout comme je peux le subir, tout simplement. Et ça, c'est encore des constatations d'ordre très général. Et c'est que la justice des mineurs, en fait, elle a un objectif, et cet objectif, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire qu'elle sera beaucoup plus patiente et beaucoup plus pédagogique que la justice des majeurs. Et elle prend en considération le fait qu'un mineur, c'est une personnalité en construction, donc qui est immature et qui a besoin qu'on lui répète et rappelle fréquemment des évidences. Ce qui, pour les adultes, peuvent être des évidences, mais qui, pour des mineurs ou des enfants, sont soit des impensés, soit des inconnus, soit des choses qui, au contraire, les indignent ou les révoltent ou les bousculent. Et quand on essaye, en tant que professionnel du droit, en tant que magistrat ou en tant qu'éducateur, d'accompagner le mineur, il peut y avoir une forme de frustration parce que la réponse, elle n'est pas immédiate, parce que le mineur, il est imprévisible et parce qu'il y a des fugues, il y a des choses qui sont mises en échec par son comportement. Et puis il y a aussi les frustrations qui sont liées à l'État, et ça je ne le cache pas, je ne suis pas là pour mentir par rapport à la réalité, par rapport à l'état de l'institution judiciaire, par rapport au manque chronique de moyens, par rapport à des dossiers qui sont oubliés, empilés dans des bureaux, à ce genre de choses. Ce qui fait qu'on a un idéal de justice, et cet idéal, parfois il va venir se fracturer ou se fracasser contre la réalité de l'enfant, du mineur qui parfois se dérobe et échappe à toute tentative d'accompagnement, mais aussi la réalité institutionnelle qui fait que les moyens qui sont mis à disposition ne sont pas suffisants ou se révèlent imparfaits ou parcellaires. Et il y a la troisième chose qui me paraît importante à souligner, mais ça c'est plus général, et ça a été dit par M. le procureur, c'est que la justice, malgré son idéal de restauration, malgré son idéal d'accompagnement, elle s'avère aussi être parfois très brutale. C'est-à-dire que, et j'ai en tête l'exemple très précis d'un dossier que j'ai été amené à requérir aux assises il y a 2 jours. Donc c'est une tentative de meurtre avec un individu qui était accusé en détention provisoire et un autre individu qui est arrivé libre, donc qui a comparu sous contrôle judiciaire. J'ai requis une peine qui, à mon avis, était à la hauteur de l'infraction reprochée. Il s'est avéré qu'il a été condamné à 20 ans d'emprisonnement. Et on a un individu qui, au moment de la sentence, enfin peu avant, s'est rendu compte que malgré le fait qu'il était en liberté, malgré les années qui s'étaient écoulées, malgré le temps de l'instruction, malgré ce temps très long en fait, encourait potentiellement une peine lourde, potentiellement pouvait retourner en détention. Et à ce moment-là, il a complètement dégoupillé. Donc il s'est mis à hurler, il s'est mis à se cogner le front contre le sol. Sa mère qui était présente au moment de l'audience est allée à son contact et pareil, elle était en larmes. En fait, il y a cette réalité qui ne doit pas être sous-estimée dans l'exercice judiciaire, dans le monde judiciaire. C'est que les décisions qu'on prend, les décisions qu'on rend, elles sont parfois extrêmement brutales. Et elles viennent après un temps. En fait, c'est le temps collectif. C'est ce que j'essaye de faire comprendre et je ne suis peut-être pas très clair. C'est qu'il y a le temps judiciaire qui met du temps mais qui finit par arriver, qui finit par tomber. Et il y a le temps individuel, le temps psychique de la personne qui se dit « c'est bon, j'ai été pardonné, c'est bon, c'est oublié, c'est bon, je ne retournerai jamais en détention ». Et c'est pas tout à fait ça. Il n'y a pas toujours cette concordance ou cette linéarité en fait. Parfois ça se chevauche sans jamais se rencontrer et au bout d'un moment, la personne est renvoyée dans les cordes. Merci beaucoup. Chef Mansour, concernant ce matin, Yann Lebris nous parlait notamment des motifs de classement concernant les procédures de violences sexuelles sur mineurs et plus largement de violences sexuelles. Et il nous parlait des recherches vaines de mise en cause, notamment lorsque une personne a un surnom ou plusieurs surnoms, qu'il est difficile de l'appréhender, de savoir exactement où elle se trouve, qui elle est, etc. La question que je voulais précisément vous poser à vous, parce que vous êtes au contact direct et parfois dans des moments qui, curieusement, peuvent être, je l'ai identifié avec les OPJ, des moments privilégiés avec les gardés à vue, où il peut y avoir une forme de sincérité de la part des gardés à vue. Est-ce que vous avez le sentiment que lorsque, justement, on se trouve un surnom ou plusieurs surnoms, est-ce que c'est parce qu'on est conscient que ça met en difficulté la justice, ou est-ce que, selon vous, c'est d'autres logiques qui amènent à ça ? Je pense qu'il faudrait répondre en 2 parties à cette question, parce que la personne qui est française ou maoré qui est ici, qui a une identité qui apparaît en état civil et tout ce qui va bien, elle est facile à trouver. On arrive à trouver facilement.
la personne qui arrive illégalement, et, quand elle arrive sur les côtes maoraises, c'est sous un surnom. C'est compliqué parce que déjà, c'est pas des gens qui vont vivre dans les villages, mais c'est souvent aux abords des villages et qui se mélangent pas forcément aux habitants. Et derrière, pour avoir des informations sur ces gens-là, il faut forcément aller vers la communauté. Et cette communauté-là, forcément, enfin, elle va pas forcément interagir, elle va pas forcément non plus donner des informations facilement sur les compatriotes, parce que pour eux, c'est trahir, c'est peut-être se mettre en danger par rapport à la dangerosité de la personne, parce qu'on ne sait pas comment elle va réagir, comment est-ce qu'elle peut se venger sur nous. Donc c'est très compliqué de localiser et d'identifier ces gens-là, parce qu'il y a très peu d'informations qui circulent. Et quand on a des informations, on va nous dire peut-être qu'il va vivre dans un village à tel endroit, ou il est peut-être localisé parce qu'il a un banga à un tel endroit. Il n'y a jamais d'informations exactes. C'est toujours des petites informations qui filtrent, des petites choses. Donc il faut vraiment mettre un travail de longue haleine. Donc pour revenir à cette sorte de temporalité, c'est que c'est compliqué de localiser des personnes qui n'existent pas sur le territoire. Donc il faut mettre un travail ce qu'on appelle les AR, les agents de renseignement qui vont aller à droite à gauche, qui vont essayer de grappiller quelques informations. Et il faut aussi se dire que ces gens-là, ils arrivent à faire quand même le trajet facilement entre les îles. Et donc les localiser, c'est vraiment compliqué. C'est d'où le surnom. Et souvent, c'est plusieurs surnoms, c'est pas qu'un seul surnom. Et donc se baser sur un surnom pour localiser une personne, ça prend du temps. Parce que c'est pas le surnom, il est pas propre à la personne. Je vais vous donner le surnom de Magnélé. C'est un surnom qui est bien connu sur Mayotte. Quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de mal. Et ce surnom-là, il ressort un peu partout. Donc des Magnélés, il y en a plusieurs. Un peu partout, des Magnélés. Donc. Okay. On se représente très bien la difficulté que ça peut être, effectivement. On va prendre un petit temps, comme à l'issue des différentes tables rondes, pour proposer aux personnes qui le souhaitent de s'exprimer, avec évidemment la volonté de privilégier ceux qui ne se sont pas encore exprimés durant la journée. Et si après il y en a certains qui se sont déjà exprimés et qu'on a un petit peu de temps, évidemment, on leur donnera la parole. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Madame Brianceau-Victoire, je suis directrice pénitentiaire d'insertion et de probation en unité milieu fermé, c'est-à-dire que je coordonne l'équipe du SPIP au sein du centre pénitentiaire de Majicavo. Et de fait, nous prenons en charge les personnes placées sous main de justice. Notre mission est la prévention de la récidive et on constate que les personnes suivies ne conscientisent pas à ce genre de faits sur les agressions sexuelles sur mineurs. Je vous donne un exemple d'un détenu qui, en entretien, m'a dit écoutez, elle avait des formes, je ne savais pas qu'elle était mineure. Et de fait, on constate qu'il y a une difficulté à leur faire comprendre les lois de la République, notamment dans le cadre de notre mission de la prévention de la récidive. Néanmoins, on essaie quand même de faire certaines choses. On met en place, avec notamment l'association MAN, par exemple, des débats autour du consentement ou encore des lois de la République. Mais on a bien conscience que cela est bien trop minime par rapport à l'ampleur du sujet. À ce jour, on a donc 14% de personnes détenues au centre pénitentiaire pour infraction d'agression sexuelle sur mineurs. Donc plus précisément, à ce jour, nous avons 29 personnes condamnées pour agression sexuelle, toutes confondues, sur mineurs, sur 208 condamnés. Et donc je profite de prendre un petit peu la parole pour lancer un petit peu une bouteille à la mer, car nous sommes à la recherche à ce jour de partenaires institutionnels, associatifs, pour intervenir notamment sur cette question très particulière au sein du centre pénitentiaire qui est d'une grande ampleur. Voilà. Merci beaucoup. Juste une petite précision. Est-ce que vous intervenez aussi dans les instances de sensibilisation dont vous faites état auprès du quartier mineur, ou est-ce que c'est uniquement en population majeure? Non, uniquement pour les populations majeures. La PJJ s'occupe de la population mineure. Ok, merci.
Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur cette question-là, donc sur la question finalement de la prévention, hein, si je comprends bien ce que dit Madame, hein, sur la question de la prévention, de l'importance de la prévention, notamment dans le cadre de la bonne compréhension des dispositions réglementaires et de la prévention de la récidive. Moi, c'est pas vraiment une réponse, enfin c'est une interrogation que je partage simplement, parce que la récidive, c'est un casse-tête qui occupe nos pensées depuis maintenant très très longtemps. C'est un casse-tête en métropole et c'est un casse-tête à plus forte raison à Mayotte. Moi, je m'interroge en fait sur la notion même de consentement, et là, je suis très prudent quand je parle parce que ce n'est pas mon île, ce n'est pas mon territoire, ce n'est pas ma culture, ce n'est pas ma langue, donc je prends des précautions. Mais je me suis rendu compte dans plusieurs procédures, quand il s'agit de viol ou d'agression sexuelle, que souvent l'interprète a du mal quand il s'agit de traduire le mot consentement, que souvent l'interprète a du mal quand il s'agit de parler de viol, et parce que très souvent ce qui transparaît dans les retranscriptions, c'est je lui ai fait l'amour ou je l'ai baisé, mais à aucun moment il y a dans le langage même en fait cette notion de viol et de contrainte. Donc je ne suis pas linguiste plutôt, linguiste je ne sais pas ce que c'est non plus, mais je m'interroge en fait, je m'interroge.